Vous savez déjà que la guerre en Iran a épuisé les stocks américains. Vous savez aussi déjà que cela a un effet immédiat sur la capacité de l'Ukraine à se procurer des armes auprès des fournisseurs américains. Vous avez également déjà entendu parler des inquiétudes de Taïwan concernant sa défense adéquate en cas d'invasion venue du continent. Et vous avez peut-être aussi entendu dire que, parce que la RPC manque de navires de débarquement, au moins la dernière de ces préoccupations ne deviendra probablement réalité que dans quelques années. Mais ce qui était resté dans l'ombre, c'est ce que j'appelle le problème fondamental de crédibilité de la Troisième Guerre mondiale. Et c'est un problème que la guerre contre l'Iran a révélé. C'est un problème qui va aggraver les difficultés auxquelles l'Ukraine est confrontée. Et c'est un problème qui n'a pas de solution simple. Alors, rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous examinons comment le monde dans lequel nous vivons actuellement pourrait, d'une certaine manière, empirer. Alors que nous discutons de la différence entre un problème de crédibilité évident et le problème de crédibilité. Suivi du mini-jeu des micropuces vers lequel la Troisième Guerre mondiale évoluera, comment les États-Unis pourraient résoudre leurs problèmes de crédibilité, et quelques plans de secours supplémentaires si tout le reste échoue. Étant donné le cadre que j'ai évoqué jusqu'à présent, vous avez probablement deviné que je fais référence à ce qui se passe après que les navires de l'APL quittent la République populaire de Chine et foncent tout droit vers Taïwan. De plus, puisque Trump est à l'origine de la situation, on pourrait penser que le vrai problème de crédibilité concerne son engagement à défendre l'île dans ces circonstances. C'est peut-être le piètre état des stocks américains qui vous inquiète. Peut-être est-ce la nature capricieuse de Trump. Peut-être est-ce le refus général de Trump de déployer des troupes sur le terrain. C'est peut-être le faible de Trump pour ses spécialités mexicaines préférées à manger avec les mains. Eh bien, c'est un problème de crédibilité, mais je ne pense pas que ce soit le problème fondamental de crédibilité. En effet, il existe toute une série de contre-arguments à ces problèmes spécifiques à Trump, ce qui peut en partie apaiser certaines inquiétudes. D'une part, la Chine est la priorité au Pentagone en coulisses, même si d'autres sujets attirent de l'attention. Il y a une question importante. Dans quelle mesure l'attitude de fond de Trump envers l'Iran se transpose-t-elle à l'Indo-Pacifique ? Et il y a l'aspect plus concret. Ne pas aller plus loin en Iran pouvait viser à garder des ressources en réserve pour une région stratégiquement plus importante, à savoir la Chine. Alors, doit-on s'inquiéter à ce sujet ? Oui, mais elles ne dureront que quelques années de plus, puis quelqu'un d'autre prendra la relève. Tous ces problèmes propres à Trump ne seront plus d'actualité. Et avec un peu de chance, les stocks américains commenceront à s'améliorer un peu. En fait, le problème de crédibilité auquel je pense aujourd'hui est tellement fondamental qu'il concernera n'importe quel candidat à la présidence qui succédera à Trump. Le problème débute par un point stratégique clé. Les États-Unis ne peuvent menacer de manière crédible d'intervenir à Taïwan que si participer à la guerre est préférable à rester en dehors. C'est tautologique, mais il vaut la peine de réfléchir aux implications. Pourquoi Taïwan est-il devenu une telle obsession pour les stratèges de la sécurité nationale ? Après tout, c'est une île minuscule à l'échelle du monde. Eh bien, la réponse, c'est le micro, comme dans les puces électroniques. Je vous épargne le reste sur l'effondrement de l'économie mondiale si Taïwan arrêtait la production de semi-conducteurs et que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'enrayaient complètement. Et à partir de là, vous obtenez le récit de base sur la façon dont la guerre est censée se dérouler en théorie. La RPC lance une invasion. Les États-Unis paniquent et commencent à inonder l'Indo-Pacifique de toutes les ressources disponibles, ce qui, espérons-le, représente plus que ce qui se trouve dans les stocks juste après la guerre d'Iran. Avec un peu de chance, l'APL échoue à débarquer et le système économique mondial reste intact. Mais imaginons que la guerre dure encore un peu plus longtemps. Ou, alternativement, que les États-Unis sont pris au dépourvu par toute cette affaire. Peut-être que cela ressemblait simplement à la 67e manœuvre d'entraînement de la RPC, mais cette fois, ils ont franchi la ligne. Et maintenant ? Eh bien, la question centrale ici, c'est que ce qui rend une intervention meilleure pour les États-Unis que l'alternative, c'est en grande partie la situation économique. Si les chaînes d'approvisionnement restent intactes mais en attente jusqu'à la reprise sûre des exportations, il y a énormément d'intérêt à continuer de protéger l'île. D'un autre côté, si l'île se transforme rapidement en une série de cratères, alors il y a beaucoup moins de valeur pour les États-Unis à protéger à ce moment-là. Un président froid et calculateur pourrait donc décider que la guerre est effectivement terminée et refuser d'intervenir.
Ainsi, l'invasion de Taïwan se transforme en un mini-jeu étrange autour de la fabrication de semi-conducteurs de l'île, où les deux camps ont parfois intérêt à sauver la technologie, mais à d'autres moments, ils ont intérêt à la détruire. Le dilemme de Taïwan est un peu plus simple. Elle veut protéger son industrie des semi-conducteurs, principale source de richesse de l'île. On ne tue pas simplement la poule aux œufs d'or. Que cette industrie maintienne aussi l'engagement des États-Unis dans la défense de l'île, c'est la cerise sur le gâteau. Taïwan essaiera donc de protéger l'industrie autant que possible, tant que la mission a de bonnes chances de réussir. Cependant, la protection de ces semi-conducteurs par Taïwan n'est pas absolue. Si la guerre tourne mal, Taïwan évacuera tout son capital humain par avion, peut-être pour le réinstaller en Arizona. Taïwan commencera également à saboter toutes ses opérations sur l'île. Et c'est assez facile à faire. Les machines les plus précieuses sont très sensibles. Une personne avec une batte de baseball dans chaque salle de fabrication suffit à tout rendre inutile en moins d'1 heure. Je suis sûr que quiconque mènera les opérations de sabotage aura des sentiments partagés face à la situation. D'un côté, cela détruit autant de valeurs humaines. D'un autre côté, je suis sûr que cela fera du bien de se venger de la RPC. Personne sur l'île ne voudra que le continent profite de ces machines. De plus, Taïwan est montagneuse et propice à une insurrection. Le but est de rendre la présence de la RPC aussi douloureuse que possible. Le retrait de la fabrication de semi-conducteurs en fait partie. Quant aux motivations de la RPC, les choses commencent à devenir bizarres. La Chine continentale aimerait garder toutes les machines intactes parce que l'argent, c'est bien. Mais la RPC veut aussi placer Taïwan sous son contrôle et achever complètement la guerre civile qui a commencé il y a 99 ans. Les États-Unis font obstacle. Par conséquent, quelqu'un à Pékin pourrait conclure qu'il est raisonnable de détruire toutes les usines de semi-conducteurs de Taïwan dès le début. Peut-être que cela tiendra les États-Unis à l'écart de la guerre, augmentant ainsi massivement la probabilité d'une invasion réussie. Mieux vaut avoir de bonnes chances d'obtenir une valeur moindre que de mauvaises chances d'en obtenir une élevée. Compte tenu de ce système d'incitation, comment les États-Unis résolvent-ils le problème de crédibilité ? La solution la plus simple est d'admettre qu'aucune victoire n'est possible ici. Si la guerre éclate, acceptez que l'industrie des semi-conducteurs soit perdue et passez à autre chose. J'ai évoqué l'Arizona plus tôt, ce n'était pas un lieu choisi au hasard. TSMC a annoncé son projet d'usine en Arizona sous la première administration Trump. La construction a débuté sous Biden et l'usine s'est agrandie sous le second mandat Trump. C'est un plan de secours si Taïwan devenait inutilisable. Vous comprenez pourquoi l'armée américaine souhaite une chaîne d'approvisionnement indépendante d'un site à 160 km de la Chine. Mais admettre que le moment où la guerre commence pourrait être celui où elle est perdue du point de vue américain ne signifie pas que Washington se trouve dans une situation désespérée. Il suffit de veiller à ne jamais laisser la RPC lancer une invasion. Vous voyez le problème évoqué plus tôt, toute cette histoire de guerre avec l'Iran y ramène, non ? La meilleure façon de protéger Taïwan de manière proactive, c'est d'armer Taïwan dès maintenant. Plus Taïwan est préparé à se défendre, moins une éventuelle intervention américaine entre en compte dans les calculs de Pékin. Empêcher un débarquement réussi rend toutes ces préoccupations inutiles. Actuellement, Taïwan essaie de faire cela, mais tant les efforts que la mise en œuvre soulèvent des questions. L'île a accru ses dépenses de défense ajustées à l'inflation de près de 50% en 10 ans. Elle consacre désormais 2,5% de son PIB à la défense, ce qui est un très bon chiffre selon les critères de l'engagement de l'OTAN au pays de Galles. Mais cela reste inférieur au seuil de dépenses de 3,5% fixé par l'engagement récent de la Haye. Et l'environnement sécuritaire sur l'île ressemble moins à l'Europe de 2014 et davantage à l'Europe de 2026, voire peut-être à une situation nettement pire. Taïwan prévoit d'augmenter encore ses dépenses de défense, mais nous verrons ce qu'il en sera. Du côté de la mise en œuvre, les États-Unis provoquant des retards. Jusqu'en 2025, Taïwan s'est engagé à acheter pour 20 à 22 milliards de dollars d'armes américaines qui n'ont pas encore été livrées. Un engagement de 11 milliards de dollars en décembre a encore accru le déficit. Plusieurs facteurs expliquent cet écart.
La base industrielle de défense américaine est restée faible depuis la fin de la guerre froide et n'a pas progressé sous George W. Bush, car les États-Unis privilégiaient la lutte contre les insurrections à la production d'armements lourds. La pandémie de Covid a paralysé la chaîne d'approvisionnement, des puces taïwanaises pour produits américains au blocage interne aux États-Unis, confirmant les préoccupations précédentes. C'est à ce moment-là que l'arriéré a commencé à prendre de l'ampleur et il ne s'est pas résorbé depuis. Mais le coup de grâce, ce qui était jusque-là le coup de grâce a été la guerre en Ukraine. Parce que ce n'était pas une hypothèse et que la Russie envahissait réellement un pays, l'administration Biden a donné la priorité aux livraisons à Kiev. Cela a laissé Taïwan à l'écart, en train de regarder sans pouvoir agir. Ces livraisons ont inquiété le Pentagone, poussant l'administration Trump à stopper l'aide directe à l'Ukraine. Problème résolu, n'est-ce pas ? Non, absolument pas. Maintenant, nous avons la guerre avec l'Iran. Les États-Unis consacreront les prochaines années à reconstituer leur stock. Taïwan continuera de bénéficier de certaines ventes d'armes, mais ce ne sera pas la totalité et le retard accumulé va probablement augmenter. La sécurité de l'île est sans doute primordiale. La priorité au sein du Pentagone, mais ce n'est pas la seule priorité, et toute livraison à Taïwan ne servira en grande partie qu'à dissuader la RPC. Pour conserver la flexibilité nécessaire pour couvrir d'autres points chauds, les États-Unis garderont la part du lion des stocks qu'ils constituent. La guerre contre l'Iran a révélé la principale vulnérabilité des États-Unis. Washington ne dispose pas seulement de moins de matériel pour affronter Pékin. C'est que Taipei a besoin que ce matériel lui soit livré dès maintenant. Toute promesse d'accélérer les livraisons après coup n'est pas intrinsèquement crédible, car Taïwan pourrait être une cause perdue du point de vue des États-Unis au moment où ces livraisons arriveraient. Peu importe que faire ces livraisons en pleine zone de guerre sera encore plus difficile. Cela a peut-être semblé sombre, alors je conclurai avec quelques points d'espoir pour les partenaires des États-Unis dans la région. 1. Contrairement à notre hypothèse précédente, il est peu probable que les États-Unis soient complètement pris par surprise si jamais une invasion venait à commencer. La RPC devra rassembler une grande force d'invasion de l'autre côté du détroit, bien au-delà de ce qui serait normal pour un simple exercice. C'est le même genre de signe révélateur que la Russie a donné à la veille de la guerre en Ukraine, cette fois avec des troupes alignées en Biélorussie, entre autres endroits. Mais toute réponse des États-Unis se ferait dans l'urgence, et il serait difficile de dissuader Pékin à ce moment-là. Après tout, la RPC sait que les États-Unis pourraient n'en réagir de cette manière. Si l'APL se rassemble déjà dans les ports du continent, c'est que les planificateurs de guerre de la RPC estiment que la réaction rapide des États-Unis ne suffira pas à gérer la situation. Donc cela pourrait empêcher la RPC de lancer le processus dès le départ, mais je deviendrais nerveux si le processus était déjà en cours. Deuxième point encourageant, il existe une autre source de crédibilité non encore évoquée. Avant que Taïwan ne s'intéresse aux semi-conducteurs, les États-Unis avaient même déjà une relation de défense avec l'île. Il s'agissait en partie de s'opposer au communisme, mais certainement pas de défendre la démocratie. La première élection présidentielle libre et équitable de Taïwan n'a eu lieu qu'en 1996. Vous vous souvenez peut-être de la stratégie militaire suivante. Taïwan est situé sur la première chaîne d'îles, un groupe de territoires partant de la Chine continentale. Il est beaucoup plus facile pour les États-Unis de contenir la RPC lorsque la RPC ne contrôle aucune de ces îles. Dès que Taïwan tombe, les sous-marins chinois peuvent disparaître dans les eaux plus profondes du Pacifique. Je ne miserai pas sur les États-Unis cédant Taïwan juste parce que les usines de semi-conducteurs sont toutes hors service. Si les États-Unis tiennent à protéger le reste du Pacifique et le monde, alors maintenir ce périmètre de défense est essentiel. Une réserve supplémentaire ici. La valeur de la première chaîne d'îles est bien comprise par les planificateurs militaires. Ce n'est pas quelque chose que l'électeur américain moyen comprend. C'est exact, si vous regardez cette vidéo, vous êtes au-dessus de la moyenne. Félicitations. Quoi qu'il en soit, une leçon centrale tirée de la guerre d'Iran est qu'il faut éduquer et convaincre le public américain des réalités stratégiques de la situation si l'on veut qu'ils soutiennent un effort de guerre. Je ne crois pas qu'essayer de les sensibiliser au dernier moment soit une bonne idée. Il faut répéter cela dès maintenant et le diffuser auprès du public américain d'aujourd'hui pour obtenir l'effet escompté. Quelles sont nos phrases clés pour aujourd'hui ?
La menace des États-Unis d'intervenir en faveur de Taïwan ne vaut que par le bénéfice net que cela leur apporte. La destruction rapide du secteur de la fabrication de semi-conducteurs de Taïwan remet cela en question. Résoudre ce problème exige un investissement proactif dans les défenses de Taïwan. La guerre en Iran a remis en cause la capacité des États-Unis à faire ces investissements. En attendant, vous pouvez poser vos questions dans ma série Geopolitics Helpline, exclusivement sur Lines on Maps Extra. Vous pouvez aussi écrire vos questions ci-dessous, l'algorithme me les transmettra peut-être. Si la vidéo vous a plu, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine et prenez soin de vous.